Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur les fintech. Dois-je obtenir un agrément, décryptage et présentation des alternatives et opportunités. Je suis Gisela Sanchez, responsable des projets au sein de Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Finance Innovation, on est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France. On regroupe un écosystème d'environ 600 membres. La typologie de nos membres est très variée, très large, car nous accompagnons ces startups, notamment dans le secteur de la finance digitale dans le sens large, mais nous travaillons aussi avec des grands comptes du secteur financier, des incubateurs, des accélérateurs, des investisseurs, des cabinets de conseil et des avocats, comme on le verra aujourd'hui. Notre objectif est d'aider ces startups dans l'accélération de leur business et promouvoir l'innovation dans le secteur de la finance. Nous avons choisi comme sujet de cet atelier la thématique FinTech. J'ai obtenu un agrément car c'est un sujet assez répandu et sur lequel on nous pose beaucoup de questions. On espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Pour cela, je suis ravie et j'ai le plaisir d'accueillir deux de nos membres. C'est Anne-Laure Girard, avocat chez Elco, Marion Perez-Brio, juriste d'affaires chez Elco également, et Laurent Venkatapen, pardon pour la prononciation, managing partner chez BlockLab, qui nous partagera son témoignage et son retour d'expérience au sujet de l'atelier. Avant de passer la parole à Laurent, et je vous rappelle que vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Nous avons prévu quelques minutes à la fin de l'atelier afin de répondre à toutes vos questions. Et aussi, sachez que la rediffusion de ce webinaire sera disponible dès la fin de celui-ci et sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, voilà. Et donc, je vous laisse vous présenter. Merci Gisela pour l'introduction. Bonjour à tous, Lohan Venkatapen, Managing Partner chez BlockLabs Capital Management. BlockLabs est une société de gestion qui gère des fonds d'investissement avec une thématique blockchain et cryptoactifs. Nous sommes l'une des premières sociétés en France sur ce secteur et nous avons été aidés lors de la création de la société et de l'enregistrement avec l'AMF par le cabinet LCO et c'est comme ça que nous nous sommes connus. Anne-Laure, Marion, à vous. Merci. Merci Gisela, merci Finance Innovation pour l'organisation de ce webinaire sur un sujet assez vaste, assez complexe. Donc moi, je suis l'avocate fondatrice du cabinet Elco et on accompagne les entrepreneurs donc dans le développement et le financement de leurs activités. Et en fait, on a développé une expertise et une offre à destination des entrepreneurs de la fintech et de la crypto. Donc, en fait, grosso modo, on analyse avec eux leur projet. En fonction de cette analyse, on va déterminer ou non s'ils ont besoin d'une autorisation, qui est donc le sujet de ce webinaire. Et on va établir le développement, la stratégie de développement de leur activité. Et puis, enfin, on va les accompagner dans le financement de ces activités qui sont quand même un petit peu spécifiques. Donc, pour introduire rapidement le sujet, on va aborder pas mal de points, pas mal de choses. Évidemment, on ne va pas pouvoir rentrer spécifiquement dans le détail à chaque fois. On n'a qu'une heure. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à la suite pour approfondir certains sujets en fonction de vos activités, bien sûr. Il y a certains secteurs qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder ensemble. Donc, je les indique comme ça, on les évince directement. C'est le secteur de l'assurance, le secteur de la finance durable et solidaire, type, par exemple, le crowdfunding, et le métier du chiffre et du conseil, par exemple, le conseil sur les investissements financiers. Donc, nous, on va plutôt se concentrer sur les secteurs qui sont un peu plus propres au fintech, qui sont les secteurs de la banque et les secteurs de la gestion des actifs. Quand on parle de gestion d'actifs, juste, on va parler de gestion de portefeuille de tout type d'actifs classiques. On va pas viser tout de suite les actifs numériques, on va l'aborder mais un peu sous un autre angle parce qu'il existe des spécificités pour cette nouvelle classe d'actifs. Donc, les autorisations. C'est un peu le titre de ce webinaire. Alors, il y a les agréments. Là, on parle dans le titre exactement, c'est les agréments. Mais on va, de manière générale, on parle des autorisations. Et dans les autorisations, il y a les agréments et les enregistrements. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on parle d'une autorisation ? En fait, c'est pour pouvoir exercer son activité. En France, il y a certaines activités qui vont nécessiter une autorisation pour pouvoir être exercées et
Là, on parle des autorisations sur le marché français. Donc, pourquoi? Si l'activité, elle est implantée sur le territoire français, donc par exemple, il y a une société, un établissement, et si le marché visé par l'activité est français. Alors, on va commencer par le secteur de la banque. C'est celui qui intéresse en général le plus les fintechs, donc on va quand même s'attarder pas mal dessus. Dans le cadre du secteur bancaire, quand on parle d'autorisation, on parle d'agréments qui sont délivrés par l'ACPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Je vais simplement moi rappeler les trois grandes autorisations dans ce secteur, donc les 3 agréments. Et ensuite, je vais laisser la parole à Marion, qui est donc notre collaboratrice dans le cabinet et qui est spécialiste dans tous ces secteurs. Et qui, j'espère, pourra vous faire un super panorama et très clair sur le sujet. Et j'en suis sûre. Donc, dans le secteur bancaire, l'ACPR délivre 3 types d'agréments. Le premier, c'est l'agrément d'établissement de paiement. Donc, c'est pour les entreprises qui souhaitent fournir des services de paiement, par exemple, dans le cadre d'une marketplace. On va revenir dessus, mais typiquement, c'est l'activité de Lydia. Le deuxième agrément, c'est l'agrément d'établissement de monnaie électronique. Donc, c'est pour les entreprises qui souhaitent gérer et mettre à disposition de la monnaie électronique. C'est par exemple l'activité de trésor. Et le dernier, c'est l'agrément d'établissement de crédit. Donc, c'est le plus haut. C'est pour les entreprises qui souhaitent exercer en fait tout simplement des activités bancaires classiques. Donc, les exemples, c'est toutes les banques assez classiques. C'est le plus complet et le plus complexe. Marion, je te laisse la parole. Et l'idée, c'est qu'on vous fasse quelque chose d'assez pratique. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous mettre vos questions. On y répondra ensuite. Et on essaiera de faire intervenir Laune assez régulièrement sur lui, son expérience et ses retours. Alors, merci Anne-Laure. Bonjour à tous. Donc effectivement, lors de ce webinaire, on va revenir sur les différentes autorisations en matière bancaire, en matière de gestion d'actifs et également en matière de cryptoactifs, le fameux statut de PSAN. Donc là, comme le disait Anne-Laure, on va s'intéresser dans un premier temps aux agréments en matière bancaire et notamment le premier, c'est celui d'agrément en tant qu'établissement de paiement. Donc, c'est un petit peu le niveau 1 de l'agrément. C'est celui qui est le plus restreint en termes d'activité que vous allez pouvoir exercer. Mais comme le disait très justement Anne-Laure, c'est également celui qui intéresse le plus les fintechs et qui est le plus sollicité. Donc, cet agrément en tant qu'établissement de paiement, il est à destination de qui ? En fait, il est à destination des acteurs qui souhaitent fournir à titre de profession habituelle des services de paiement. Alors, qu'est-ce que sont les services de paiement ? Concrètement, dès que votre activité va être liée à des paiements, c'est-à-dire que votre solution, elle va permettre de faire des virements, de recevoir de l'argent, ou alors elle va mettre à disposition des moyens de paiement. Enfin bref, dès que vous avez concrètement un transfert de flux financier qui va être relatif à un paiement, il y a de grandes chances que vous soyez obligé de demander un agrément en tant qu'établissement de paiement. Donc effectivement, un exemple assez parlant, c'est Lydia. Lydia, c'est une solution qui vous permet de réaliser des virements de compte à compte, qui vous permet de rembourser vos amis ou qui permet également de payer chez certains commerçants. Eh bien, tous ces services-là, ça fait partie des services de paiement, d'une liste de services de paiement qui est définie par le Code monétaire et financier. Et lorsque Lydia souhaite rendre ses services, elle exerce ces services de paiement, son activité rentre donc dans le cadre de l'agrément en tant qu'établissement de paiement. Ensuite, vous avez un autre exemple qui va toucher peut-être un peu plus les marketplaces, c'est Lemonway. Donc, Lemonway, c'est une entreprise, une solution qui va permettre en fait de transférer des fonds de votre portefeuille Lemonway vers un compte bancaire. Eh bien, ça aussi, ce transfert de fonds, c'est un service de paiement qui nécessite un agrément. Alors,
je vous le dis tout de suite, c'est bon à savoir, s'agissant de la procédure d'agrément en tant qu'établissement de paiement, vous pouvez bénéficier d'une procédure qui est simplifiée lorsque vous répondez à certains critères et normalement lorsque le volume, lorsque le volume maximum d'opérations que vous allez réaliser par mois ne dépasse pas 3 millions d'euros. Donc, on est sur un volume qui est assez beau. Eh bien, si vous ne dépassez pas ces 3 millions d'euros, vous pouvez demander une procédure d'agrément simplifiée. Donc, voilà pour un premier panorama rapide de l'établissement de paiement, celui qui est donc le plus demandé, qui intéresse en général le plus les fintechs. Ensuite, vous avez un deuxième niveau d'agrément en matière bancaire qui va être l'agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique. Alors, l'établissement de monnaie électronique, qu'est-ce qu'il peut réaliser? Eh bien, lorsqu'il est agréé, il va pouvoir réaliser tous les services de paiement qui sont listés par le Code monétaire et financier, qu'un établissement de paiement classique et agréé peut réaliser, mais il va également pouvoir émettre de la monnaie électronique. Donc la monnaie électronique, qu'est-ce que c'est? C'est défini également par le Code monétaire et financier. Et cette définition nous indique qu'en fait, la monnaie électronique, c'est une valeur monétaire qui est stockée sous un format électronique, qui représente ce qu'on appelle une créance sur l'émetteur. Et cette créance est émise contre la remise de fonds à des fins d'opération de paiement. Donc voilà pour la définition du Code monétaire et financier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, cette monnaie électronique, elle va être stockée sur un support donc un support par définition qui est électronique, qui peut être la puce de votre téléphone, qui peut être un serveur de compte en ligne, ça peut être également un porte-monnaie électronique, une carte cadeau. Bref, les supports sont assez variés. Mais ce qui est important, c'est que ce support-là ne va pas être relié à votre compte bancaire, ce qui est la différence avec une monnaie, un compte classique. Donc là, vous avez ce support de monnaie électronique qui n'est pas relié à votre compte bancaire et qui va vous permettre d'effectuer des opérations de paiement. Alors, en général, ce que nous posent comme question nos clients, c'est OK, très bien, donc ça c'est de la monnaie électronique, mais quelle est la différence avec ce qu'on entend parler énormément en ce moment, c'est les fameuses crypto-monnaies, le Bitcoin par exemple. En général, on ne voit pas très bien cette différence-là. Alors, la différence entre une crypto-monnaie et une monnaie électronique, elle est en fait assez simple. Une crypto-monnaie, c'est effectivement une variante d'une monnaie électronique, mais la monnaie électronique, elle est régulée par une autorité centrale qui est la CPR, là en l'occurrence, puisque si vous voulez émettre de la monnaie électronique, vous allez devoir demander un agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique. Et puis, cette monnaie électronique, elle est adossée à une valeur qui est régulée, à une valeur monétaire, donc l'euro par exemple. Et c'est là la différence avec une crypto-monnaie, c'est que la crypto-monnaie, typiquement le Bitcoin, lui, il n'est régulé par aucune autorité centralisée. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. On n'a pas d'équivalent à CPR pour le Bitcoin. C'est ça qu'on appelle donc la décentralisation et c'est ça la différence entre la crypto-monnaie et une monnaie électronique. Donc maintenant, pour revenir à la monnaie électronique et à l'agrément d'établissement de monnaie électronique, comme je vous le disais à l'instant pour les établissements de paiement, vous pouvez également bénéficier d'une procédure simplifiée s'agissant de l'agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique. Vous devez également remplir certaines conditions, notamment des conditions de volume. On l'a vu tout à l'heure, de volume de flux pour les établissements de paiement. Et bien, pour les établissements de monnaie électronique, c'est la même chose. À partir du moment où, en fait, le volume de monnaie électronique que vous allez mettre en circulation ne dépasse pas 5 millions par mois, et bien là, vous allez pouvoir demander un agrément simplifié. Donc, effectivement, comme le disait Anne-Laure tout à l'heure, on a en exemple d'établissement de monnaie électronique Trésor, qui est donc une solution de monnaie électronique avec un service de paiement et qui est associé à d'autres services comme le wallet, les cartes de paiement ou encore des cagnottes.
Marion, je me permets d'intervenir 2 secondes. Il y a des questions qui sont intéressantes sur le chat. On y reviendra à la fin, mais on va évidemment aborder les alternatives possibles et la possibilité de devenir agent. C'est juste après, je l'indique. Tout à fait, tout à fait. On va y venir. Donc là, voilà pour les 2 premiers agréments en matière bancaire, l'établissement de paiement et l'établissement de monnaie électronique. Donc, comme je vous le disais, surtout l'établissement de paiement, c'est celui qui intéresse le plus les fintechs. Ensuite, vous avez un 3e niveau dans les agréments bancaires, un 3e niveau d'agrément. Et c'est l'établissement, le 3e et dernier niveau, c'est l'établissement de crédit. Donc là, très clairement, c'est le plus complexe à obtenir, mais c'est également le plus complet. Donc, c'est le plus complet. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes agréé en tant qu'établissement de crédit, eh bien, vous allez pouvoir fournir des services de paiement, vous allez pouvoir émettre de la monnaie électronique, mais vous allez pouvoir également réaliser ce qu'on appelle des activités bancaires. C'est pour ça qu'en général, l'établissement de crédit, en fait, c'est concrètement les banques classiques. C'est un agrément qui va vous permettre de réaliser ces activités bancaires. Alors, quelles sont ces activités bancaires? C'est l'octroi de crédit et le recueil de fonds remboursables au public. Donc, l'octroi de crédit, c'est assez simple à comprendre. Effectivement, ça va vous permettre d'octroyer des prêts à vos clients. Et le recueil de fonds remboursables du public, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très simple. Tous ici, normalement, nous avons tous un compte bancaire dans une banque classique, ou nous avons tous eu un compte bancaire dans une banque classique, avec de l'argent sur ce compte. Et bien, cet argent, en fait, il ne dort pas. Sur le compte, la banque, elle a le droit d'utiliser cet argent, votre argent, à son propre compte pour réaliser des investissements, mais à charge pour elle de restituer cet argent. C'est-à-dire qu'elle a le droit de l'utiliser, mais elle n'a pas le droit de le perdre. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle le recueil de fonds remboursables du public. Et ça, ce sont des prérogatives des banques. Donc, comme je vous disais, attention, ça, c'est un agrément qui est vraiment beaucoup plus complexe, qui va vous demander un nombre d'obligations, enfin de respect d'obligations extrêmement élevé. Vous allez être soumis à des ratios, notamment des ratios entre vos actifs et vos fonds propres. Vous allez devoir avoir un capital minimum extrêmement important. Mais encore une fois, très honnêtement, dans les fintech, dans le secteur des fintech, c'est vraiment pas l'agrément qui est le plus demandé. C'est encore une fois celui. Ouais, c'est celui. Je rebondis, Marion. Normalement, au sein de l'assistance, là, il n'y a personne qui va le demander cet agrément. Normalement, hein, en pratique. S'il y en a, levez la main, mais. Oui. Donc effectivement, celui qui est le plus demandé, c'est celui d'établissement de paiement. Alors, pour la petite histoire, jusqu'à 2009, les services de paiement, en fait, la réalisation de services de paiement ne pouvait être effectuée que par des banques dites classiques. Elles étaient les seules à pouvoir réaliser ces activités-là et réaliser ces services de paiement. Et en fait, en 2009, on a une directive qui est européenne, qui s'appelle la directive de services de paiement, qui, en fait, sous l'essor d'un certain nombre de nouveaux acteurs qui sont venus un peu deal-breaker le marché, et ces nouveaux acteurs, c'est qui? Ce sont les fintechs. Et bien, cette directive est venue introduire un nouveau statut dont on entend beaucoup parler dans le secteur des fintechs, c'est le fameux statut de PSP, pour prestataire de services de paiement. Donc, un PSP, c'est quoi? Eh bien, concrètement, un PSP, c'est une entreprise, une société qui n'est pas une banque et qui peut réaliser des services de paiement parce qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement. Donc, clairement, pour synthétiser, sur le marché des services de paiement, vous avez en fait 2 catégories d'acteurs. La première, ce sont les banques classiques qui, elles, pouvaient réaliser bien avant 2009 ces services de paiement. Et puis, vous avez une deuxième catégorie d'acteurs depuis 2009 qui sont
les fameux PSP, les prestataires de services de paiement, que sont les fintechs en général, et qui elles-mêmes peuvent réaliser des services de paiement. Alors concrètement, comment ça se matérialise ? Eh bien, depuis 2009, typiquement, vous voulez acheter un billet de train, un billet SNCF. Vous allez aller sur l'appli SNCF et puis au moment de payer votre billet, vous allez être redirigé. On connaît tous cette interface sur laquelle vous rentrez votre numéro de carte et puis qui va faire le lien en fait entre le site de la SNCF et puis vous, le site de votre banque classique. Eh bien, cette interface, c'est une interface d'un prestataire de services de paiement. Voilà pour le fameux PSP, donc, dont on entend plutôt parler dans le système FinTech. Donc, en fait, PSP égale agréé en tant qu'établissement de paiement. Donc voilà pour le panorama des différents agréments possibles. Maintenant, s'agissant de la procédure en elle-même, la procédure d'agrément. Bon, c'est une procédure, on ne va pas se mentir, qui est lourde, notamment, on l'a dit, pour l'agrément banque, l'agrément établissement de crédit. Mais on va pas revenir vraiment sur cette procédure-là. On va plutôt s'intéresser à la procédure pour établissement de paiement, voire établissement de monnaie électronique, puisque c'est une procédure qui est assez similaire. Et avant tout, ce qu'il faut bien avoir en tête, s'agissant de la procédure, c'est que avant même de déposer auprès de la CPR votre dossier d'agrément, vous allez devoir en fait vous soumettre à un certain nombre d'obligations de compliance. Vous allez devoir réaliser un gros travail de conformité pour pouvoir être en compliance avec les exigences de la CPR. Parce qu'effectivement, la CPR, que vous déposiez un dossier pour un agrément en tant qu'établissement de paiement ou que vous déposiez un dossier pour un agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique, elle va regarder un certain nombre de critères. Notamment, elle va vérifier que votre capital social est suffisant au regard de votre activité. Elle va également vérifier que vous disposez de fonds propres qui sont suffisants. Et puis surtout, vous allez avoir un gros focus des autorités de contrôle, de la CPR, sur la lutte anti-blanchiment. Et la lutte anti-blanchiment, elle contrôle le financement du terrorisme, qu'on appelle généralement le LCBFT. Donc ça, on y reviendra parce que ce LCBFT, cette procédure LCBFT, c'est vraiment commun à toutes les procédures, que ce soit d'agrément ou que ce soit d'enregistrement. Donc on y reviendra un peu plus tard dans ce webinaire. Maintenant, s'agissant du délai pour votre procédure d'enregistrement, alors, normalement, officiellement, en fonction de l'agrément que vous allez demander, donc que ce soit un agrément établissement de paiement, on va avoir des délais au niveau de l'ACPR, des délais de réponse qui sont différents. Si vous demandez un agrément en tant qu'établissement de paiement, l'ACPR est tenue normalement, à partir du moment où vous déposez votre dossier, de vous répondre dans les 3 mois pour vous octroyer ou non votre agrément. Et s'agissant de l'agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique, ce délai est porté à 6 mois. Maintenant, comme je vous le disais, il va falloir qu'en amont de ce dossier, vous le prépariez, que vous mettiez en place un certain nombre de process dans votre entreprise. Et donc, en fait, il faut compter vraiment entre le moment où vous allez commencer à préparer votre dossier d'agrément et le moment où vous allez, on l'espère, l'avoir, il faut compter une grosse année. Donc voilà pour l'agrément bancaire. Je me permets juste de rebondir là-dessus. 1 an, ça paraît long et en même temps, ça peut être très, très court. Donc vraiment, il faut anticiper. Il faut pas hésiter, peu importe votre conseil. Je vous dis pas de nous appeler nous, c'est pas ça. Mais il faut anticiper avec son conseil tôt. Donc, il faut aller le voir tôt. Il faut établir une stratégie de développement de son activité tôt. Il faut voir les alternatives possibles. On va un peu les évoquer là.
Mais il faut réussir à anticiper, c'est vraiment le nerf de la guerre au-delà du nerf de la guerre classique dans une entreprise. Celui-là, l'anticipation sur les autorisations, il est essentiel. Voilà, je me permets juste de le dire parce que c'est nécessaire. Des fois, on a des clients qui nous appellent en nous disant voilà, moi j'ai réfléchi et dans mon planning, j'aimerais cette autorisation dans 6 mois. Voilà, c'est compliqué quoi. Ouais, ça va être compliqué. Effectivement. Donc voilà pour les agréments bancaires, les 3 agréments en matière bancaire. Maintenant, on va s'intéresser à un autre secteur qui est tout aussi intéressant, qui est celui de la gestion d'actifs. Donc, il va peut-être plus parler à Loan. Donc, le domaine de la gestion d'actifs, ça, c'est un domaine qui s'adresse à qui Eh bien, il s'adresse aux acteurs qui souhaitent fournir et réaliser ce qu'on appelle des services d'investissement qui portent sur des instruments financiers. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'un service d'investissement? C'est pareil, les services d'investissement sont définis par le Code monétaire et financier. On a toute une liste de services qui comprennent notamment le conseil en investissement et la gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Donc, dans ce domaine, on a 2 gros acteurs qui sont, ce qu'on appelle les entreprises d'investissement, et 2, un acteur un peu plus spécifique qui sont les sociétés de gestion de portefeuille. Donc, ces 2 acteurs sont soumis à des régimes différents. Et la différence, en fait, entre ces deux acteurs, entre les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille, eh bien, c'est que les entreprises d'investissement, elles vont être agréées pour fournir des services d'investissement, mais elles ne peuvent pas fournir ce qu'on appelle une activité de gestion collective. Donc, une activité de gestion collective, qu'est-ce que c'est? Pour l'épargnant, c'est la possibilité d'investir dans un fonds qui est géré par des professionnels, mais qui est détenu collectivement avec les autres investisseurs. Et cette activité de gestion collective, eh bien, elle peut être exercée par une société de gestion de portefeuille qui va devoir être agréée, alors là, non plus auprès de l'ACPR, comme on a vu tout à l'heure pour le secteur bancaire, mais là, l'agrément va devoir être demandé auprès de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Et là, le dossier d'agrément, concrètement, il ressemble à celui qu'on va déposer en matière bancaire. Donc, vous allez avoir en gros 3 parties. Vous allez avoir une première partie sur laquelle l'AMF va vérifier ce qu'on appelle l'honorabilité des dirigeants. Donc, c'est un terme un peu technique pour, en fait, simplement vérifier que eh bien, vous disposez des compétences nécessaires pour exercer cette activité. On va regarder votre CV, on va regarder, effectivement, on va s'assurer que eh bien, vous n'avez pas de casier judiciaire. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, l'AMF va s'assurer, là encore, que vous disposez d'un capital social qui est suffisant, que vous avez des fonds propres qui soient également suffisants. Et puis, encore une fois, la troisième partie, la partie qu'on retrouve tout le temps au niveau de chaque procédure d'enregistrement ou d'agrément, c'est la partie LCBFT, la partie lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc voilà pour la gestion d'actifs. Maintenant, on va s'intéresser à un autre domaine qui est également, qui fait partie de l'environnement un peu fintech et puis qui est dans l'ère du temps maintenant, c'est les fameux cryptoactifs, les fameux actifs numériques. Donc ça, c'est, comme je vous disais, un domaine qui intéresse beaucoup les fintechs en général et les entrepreneurs dans la fintech. Et là, on va parler d'un agrément qui est en fait l'agrément PSAN, l'enregistrement PSAN qui veut dire prestataire de services sur actifs numériques. Alors, rapidement, la réglementation autour des actifs numériques, elle découle en fait de la loi Pacte qui date de 2019. Et cette loi Pacte, cette réglementation, elle est venue définir 2 choses. Elle est venue définir dans un premier temps ce que c'est qu'un actif numérique. Et dans un second temps, elle est venue encadrer l'activité des acteurs autour de ces actifs numériques. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un actif numérique? Eh bien, vous avez en droit français 2 catégories d'actifs numériques.
Le premier, c'est ces fameux crypto-monnaies ou crypto-actifs qui, en fait, sont une représentation d'une valeur qui va être, qui, à la différence de la monnaie électronique dont on a parlé tout à l'heure, n'est pas émise sous le contrôle d'une autorité. Donc, ce sont ces fameuses crypto-monnaies ou crypto-actifs. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie d'actifs numériques, pardon. C'est les fameux jetons ou tokens qui, en fait, là, vont représenter un droit qui va être émis et conservé électroniquement. Donc là, en exemple, on peut parler des NFT dont on a entendu parler surtout hier avec l'actu énorme de Sorare, qui est une entreprise qui deal avec des NFT et qui a juste signé la plus grosse levée de fonds dans la French Tech, avec une levée à 580 millions d'euros ou 680 millions de dollars. Et voilà. Et donc, Sorare, elle travaille avec ces fameux non-fungible tokens, ces fameux NFT. Donc, voilà pour les actifs numériques. Qu'est-ce que c'est qu'un actif numérique? Maintenant, deuxième point, l'encadrement des activités autour de ces actifs numériques. Donc là, la réglementation française, elle est venue encadrer ce secteur et encadrer notamment les acteurs qui rendent des services sur les actifs numériques pour protéger en fait ceux qui utilisent les services sur actifs numériques. Donc, ces fameux services sur actifs numériques, qu'est-ce que c'est? On en a une dizaine, encore une fois, listés par le Code monétaire et financier. Et sur cette dizaine de services sur actifs numériques, vous en avez 4 spécifiquement. Eh bien, eux, si vous voulez exercer une de ces 4 activités, que vous êtes établi en France ou que vous visez le marché français, vous voulez exercer une de ces 4 activités, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous enregistrer en tant que prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'AMF. Donc, ces 4 activités, rapidement, quelles sont-elles? La première, c'est la conservation d'actifs numériques. Donc, comme son nom l'indique, c'est très simple. Vous permettez en fait à vos clients de conserver leur actif numérique. Vous n'y touchez pas, vous faites seulement de la conservation. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité qui va nécessiter un enregistrement, c'est celle d'achat ou de vente d'actifs numériques, en monnaie et en cours légal. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de permettre d'échanger un actif numérique, un bitcoin, contre de l'euro ou inversement. Ensuite, vous avez une troisième activité qui va nécessiter un enregistrement. C'est une variante de celle qu'on vient de voir, mais là, c'est l'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Donc là, vous allez permettre en fait l'échange d'un bitcoin contre un Ether. Et la quatrième activité qui va nécessiter un enregistrement, c'est celle d'exploitation de plateformes sur actifs numériques. Donc là, en fait, ce sont des plateformes de trading dont la plus connue, on peut citer Kraken, par exemple, ou encore Binance. Alors, maintenant, s'agissant… Petite note intéressante sur Kraken et Binance quand même, Marion, tu peux peut-être l'ajouter. Ah oui, alors effectivement, donc Kraken, par exemple, c'est la plateforme qui est la plus connue, la plus utilisée. Et à titre d'information, c'est une plateforme qui n'est pas enregistrée en tant que prestataire sur actifs numériques. Donc, elle est clairement hors la loi. Voilà. Mais c'est pourtant une des plus connues. Donc, évidemment, on ne vous encourage pas du tout à ne pas vous enregistrer. De toute façon, c'est une obligation maintenant. Vous exercez une de ces 4 activités. Vous êtes obligé de vous enregistrer en tant que prestataire sur actifs numériques. Donc, la procédure d'enregistrement, comment ça se passe? Bien là, ça se passe auprès de l'AMF. Vous allez déposer un dossier. Et là, encore une fois, ce dossier, il va se décomposer en fait en 2 parties. Une première partie, c'est cette fameuse honorabilité des dirigeants. Donc, encore une fois, l'AMF va vérifier que vous avez les capacités pour exercer ce genre d'activité, que vous avez un casier vierge. Voilà, bon, c'est vraiment une partie assez minime, on va dire, du dossier d'enregistrement. La plus grosse partie, et là,
on y revient, c'est la partie lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc là, comme je vous le disais, pour chacun en fait des agréments ou des autorisations, des enregistrements que vous allez demander, vous allez devoir répondre à des exigences importantes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. D'où la mise en place de process en amont au sein de votre société et qu'il faut anticiper parce que ça peut prendre un certain temps. Donc, concrètement, ces exigences, c'est quoi? Eh bien, les autorités vont s'assurer que vous avez mis en place un système d'évaluation et de gestion des risques. Elles vont également regarder votre cartographie des risques, les mesures de vigilance que vous avez mises en place et également comment est-ce que vous maîtrisez ces risques, quelles sont les procédures de maîtrise des risques. Et enfin, vous allez devoir réaliser ce qu'on appelle des KYC. Donc ça, c'est KYC, ça veut dire Know Your Customer en anglais. Et c'est en fait des dispositifs qui vont vous permettre d'identifier qui sont vos clients ou dans le domaine de la crypto, en fait, qui sont les souscripteurs potentiels, par exemple, à vos jetons. Et ça va vous permettre de retracer toutes vos transactions. Alors, concrètement, effectivement, ça implique que vous allez devoir demander des documents à vos clients, notamment leur carte d'identité. Vous allez demander également la provenance des fonds, d'où viennent les fonds. Et ça, nous, beaucoup de nos clients, notamment dans le domaine des cryptos ou des fintechs, est-ce qu'ils voient ça comme une perte de temps totale? Ils ne comprennent pas l'intérêt de demander énormément de documents comme ça aux clients. Pour eux, c'est absolument sans intérêt et c'est une perte de temps. Et en fait, l'intérêt, il est relativement simple. C'est que lorsque vous vous adressez dans ces domaines-là à vos clients, eh bien, vos clients, ils sont ce qu'on appelle non avertis. Ce ne sont pas des professionnels, ce sont des clients lambda, entre guillemets. Et donc, ça va être le fait de respecter ces obligations-là et de demander un certain nombre de documents, ça va être un gage de sérieux pour vos clients. Donc, ça va les rassurer. Et en rassurant vos clients, vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous gagnez en image et vous gagnez en sérieux. Et la réglementation, d'une manière générale, elle est là pour ça. Elle est là pour protéger vos clients et protéger surtout les clients non avertis. Alors, je me permets de rebondir là-dessus, parce que c'est un point qui est intéressant et qui est souvent sujet à débat. Il y a les acteurs du monde des fintechs qui sont pas contre les régulations, et à l'inverse, les acteurs du monde de la crypto en général, qui ont des retours plutôt négatifs sur ces sujets-là. Peut-être, Lon, tu peux peut-être nous donner un peu ton ressenti par rapport à ça, surtout aux procédures de KYC. Comment est-ce que finalement ça se passe en pratique avec tes clients, un peu toute cette partie où il va falloir récupérer pas mal d'informations. Je sais que ça peut ralentir certains entrepreneurs qui se posent pas mal de questions là-dessus. C'est quoi un peu ton ressenti par rapport à ça? Nous, alors notre ressenti, notre vision, c'est déjà de dire on est sur un marché qui est déjà assez risqué par son essence, qui est aujourd'hui un marché émergent. Donc, entre guillemets, on veut prendre aucun risque en acceptant des fonds dont on ne connaît pas l'origine et dont on n'est pas sûr des détenteurs. Donc, nous, on applique exactement les mêmes règles que les règles bancaires traditionnelles, c'est-à-dire vérification d'identité, vérification de preuve de résidence de moins de 3 mois pour la partie KYC, et puis pour la partie AML, qui est Anti-Money Laundering. On travaille avec les mêmes softwares bancaires que les grosses banques pour la traçabilité des fonds, que ce soit côté fiat ou côté crypto. On travaille aussi avec des softwares qui permettent d'identifier l'origine, par exemple, de fonds Bitcoin ou de fonds Ethereum. Donc, c'est toujours quelque chose. Les clients, en général, n'aiment pas, c'est vrai. On perd des clients parfois à cause de la compliance, mais on n'a pas le choix. Aujourd'hui, si on veut jouer avec les règles du jeu, on est obligé de faire ça. Et pour moi, c'est aussi un gage de professionnalisme d'appliquer ces règles-là sur la partie fiat et aussi sur la partie crypto, même si sur la partie crypto, on n'est pas forcément aujourd'hui légalement obligé de le faire, mais on le fait quand même.
Ouais, ok, merci. Parce que c'est vrai que du coup, je rebondis sur un des commentaires que je vois dans les questions qui est, bah, je comprends même pas pourquoi, en gros, s'embêter à aller sur un marché qui est régulé alors qu'il y a plein de pays le marché est pas forcément régulé. Et puis, comme le dit très justement l'Aune, mais après, c'est une vision un peu des activités. C'était un peu notre ouverture à la fin du webinaire, donc on reviendra un peu dessus. Mais la question, c'est est-ce que je fais confiance à des acteurs qui sont régulés et qui sont contrôlés? Est-ce que du coup, pour moi, client, c'est un gage de crédibilité, un gage de professionnalisme, un gage de confiance? Ou alors, est-ce que finalement, pourquoi est-ce que je vais m'embêter avec tout ça et pourquoi est-ce que j'irai pas ailleurs? Voilà, c'est vraiment un débat, mais en tout cas, à terme, c'est-à-dire que c'est des secteurs et c'est un monde qui va quand même être régulé d'une manière ou d'une autre. Donc le principe, c'est est-ce qu'on joue le jeu un peu ou alors est-ce que on fait du offshore concrètement. À terme, c'est ça qui va se passer. Si je fais un parallèle avec la fiscalité, c'est un peu ça. Exactement. Voilà. Et C'est un peu la vision à long terme du projet. Hein. Loan, toi, j'imagine que c'est ça en fait. c'est exactement ça. Nous, le but, c'est de dire aujourd'hui, on est. Alors, c'est plus tout à fait le Far West, c'est la fin du Far West, je dirais. Mais c'est le moment de se placer d'essayer de travailler avec les régulateurs pour avoir la régulation qui soit la plus innovation friendly, mais quand même qui puisse rassurer aussi les clients traditionnels. C'est aussi notre but. Ouais, Je me tout permets à de prendre fait. une question au vol de François de chez elle qui nous demande pourquoi Kraken opère hors la loi. Donc Kraken, c'est un cas très particulier parce qu'ils ont récemment obtenu une licence bancaire aux États-Unis. Donc je pense qu'ils sont en train d'essayer de passer par le côté bancaire en France et non pas le côté PSAN, pur et dur. Oui, il passe effectivement, je te rejoins là-dessus, sur le côté bancaire, ils essayent de trouver des moyens. Et puis, je pense aussi c'est pour justifier le fait qu'ils n'ont jamais demandé de PSAN en France et qui se sont pas soumis à ces obligations-là. Mais effectivement, tout ça, on pourra en revenir, on pourra en reparler tout à l'heure. Maintenant, donc, Ouais, je sais pas si on va avoir énormément de temps encore parce que ça défile vite. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont hyper intéressants et je comprends qu'ils sont intéressants pour les entrepreneurs. Peut-être là, on peut se focaliser un petit peu sur la fameuse alternative possible. ouais, Et exactement. ensuite, un sujet qui vous intéresse tous, Elone, tu pourras nous redonner un peu ton avis. Moi, je trouve ce qui est hyper intéressant aussi, c'est un peu la question du déploiement à l'international. Où est-ce que je mets ma société? Quel marché je vise en fonction de ces secteurs? Pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que j'exerce comme ça? Exactement. Bah, écoutez, on y vient. Donc, c'est les fameuses alternatives possibles. Donc là, on l'a vu rapidement. Donc, ces procédures, c'est des procédures qui sont longues, qui sont lourdes, qui sont coûteuses en moyens techniques, en moyens humains et financiers. Mais bonne nouvelle, il existe notamment dans le domaine bancaire, donc celui qui nous intéresse là le plus quand même pour les fintechs. Il existe des alternatives qui vont vous permettre en fait de gagner du temps et d'exercer votre activité rapidement alors même que vous n'avez pas d'agrément. Alors, cette alternative, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de devenir agent. Donc, vous allez pouvoir devenir agent d'un établissement qui est agréé en établissement de paiement, par exemple, mais même en établissement de monnaie électronique. Là, on va se focaliser sur l'établissement de paiement. Donc, vous êtes agent d'établissement de paiement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'un agent? Concrètement, un agent, c'est une société en général dont l'activité normalement nécessite un agrément, mais qui n'a pas déposé de dossier, donc qui n'a pas d'agrément et qui va bénéficier de l'agrément d'un acteur qui est, lui, préalablement agréé auprès de la CPA. Et donc, en fait, grâce au bénéfice de l'agrément de cet acteur, eh bien, l'agent va pouvoir exercer son activité. Et l'intérêt maximum, c'est que eh bien, vous allez pouvoir en fait exercer votre activité très rapidement, mais surtout tester votre activité. Avant de vous lancer dans des procédures, on l'a vu, qui sont longues, qui sont coûteuses, vous allez pouvoir tester votre activité et savoir si vraiment ça vaut le coup ou pas de demander un agrément. Alors en général, nous, quand on parle de cette possibilité, de cette alternative à nos clients,
ils sont un peu, ils nous disent, ouais, moi je préférerais quand même demander un agrément en tant qu'établissement de paiement, même si c'est long, parce que sinon je suis pas sûre d'avoir vraiment la crédibilité sur le marché si je suis seulement agent. Et donc, nous, ce qu'on aime bien leur répondre, c'est qu'on leur parle de Lydia. Donc, on l'a vu tout à l'heure, Lydia a une activité qui nécessite un agrément en tant qu'établissement de paiement, puisqu'il réalise des services de paiement. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est qu'on leur donne un gros scoop. C'est, vous voyez, Lydia, ils sont quand même plutôt crédibles sur le marché. Tout le monde entend parler d'eux. Et en fait, Lydia n'est pas agréée, n'a pas d'agrément en tant qu'établissement de paiement, mais est agent d'un établissement de paiement qui s'appelle Budget Insight. Voilà, pour la petite histoire. Donc, en général, ça, quand on raconte ça à nos clients, ils sont ah bon, alors peut-être, on va peut-être passer par la procédure de l'agrément de l'agent, pardon. Et donc cette procédure, c'est une procédure qui est beaucoup plus rapide, qui est simplifiée, qui déjà va être pas réalisée non pas par vous en tant qu'agent, mais c'est directement l'établissement de paiement qui est agréé qui va déposer le dossier. Donc il va s'assurer quand même en fonction de ces critères que vous pouvez réellement être son agent. Mais voilà, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus léger et ça va vous permettre d'exercer rapidement votre activité. Donc maintenant, au-delà de cette activité-là, au-delà de ces agréments de cette activité d'agent, effectivement, on en vient au déploiement à l'international rapidement. Ouais, Marion, si tu peux, parce que le temps file à une vitesse, il est déjà 47. Okay. Rapidement. Alors, très rapidement, on va voir toutes ces procédures qui peuvent faire un peu peur, qui sont longues, qui en général effraient nos clients, les acteurs. Eh bien, l'intérêt principal, notamment en matière bancaire, c'est que en matière bancaire, vous êtes agréé, eh bien, vous allez pouvoir exercer votre activité dans tous les pays de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle en fait le passeport européen. Et ce passeport européen, il repose sur une reconnaissance mutuelle des agréments dans chaque pays de l'Union européenne. Donc, vous êtes agréé en France en tant qu'établissement de paiement, vous allez pouvoir exercer votre activité dans tous les pays de l'Union européenne. Vous aurez simplement à déclarer votre activité auprès de l'agence, de l'autorité de contrôle du pays en question. Donc ça, c'est pour le domaine bancaire. Et donc là, tout à l'heure, on parlait de Lemonway, par exemple. Donc Lemonway, eux, ils sont agréés en tant qu'établissement de paiement en France et ils sont également agréés en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie. Bref, ils peuvent exercer dans tous les pays de l'Union européenne. Donc ça, c'était pour le domaine bancaire. Maintenant, et je rebondis juste là-dessus. À l'inverse, par exemple, souvent, on se pose la question quel marché est-ce que je vais viser et tout. Typiquement, aux États-Unis, ça se passe pas comme ça. Hein. Aux États-Unis, il n'y a pas un passeport entre États, donc les procédures sont beaucoup plus complexes. Donc, on parle souvent du reste du monde en se disant c'est quand même vachement plus sympa d'aller exercer ailleurs. Il y a quand même aussi des avantages en Europe. Voilà. Voilà, et tout à fait. Et donc, le passeport européen, c'est quand même un énorme avantage parce que vous faites la procédure une seule fois. Et c'est une fois pour toutes et c'est fait. Marion, je crois que malheureusement, on va peut-être pas avoir le temps d'évoquer on souhaitait développer parce que, alors dans le secteur de la crypto, il n'y a pas encore de passeport, hein, ça se passe pas comme ça. C'est très régulé en France. Grosso modo, il y a une réglementation qui va arriver, qui va être à l'échelle européenne, c'est le projet MiCA, Market in Crypto Assets. On va pas avoir le temps, je pense, de développer ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que là, l'idée, c'est peut-être aussi de laisser un peu tout le monde intervenir. Lone, moi, je trouve que ce qui est hyper intéressant et ce qui intéresse vraiment tous les entrepreneurs quand ils nous contactent, c'est à chaque fois quel marché je vise, c'est quoi la stratégie à adopter, comment est-ce que je m'y prends un peu pour réfléchir à tout ça. Donc, j'aimerais bien ton avis un peu sur les régulations, tu vois, vis-à-vis de ton activité, de tes clients, le choix du marché. Toi, tu vises un marché enfin, tu vises le marché européen aussi. Le choix d'implantation de ta société. Comment est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Comment tu as anticipé un peu tout ça, tu vois, avec ton associé et tout? Comment ça s'est passé? Oui, effectivement. Nous, on a
un historique, on va dire, non européen, où on était assez près des marchés asiatiques, notamment Singapour. Et l'idée en mettant notre société, en revenant en France, en revenant en Europe et en mettant notre société en France, c'était vraiment d'aller attaquer le marché français et attaquer le marché européen. Et étant donné que c'est un marché qui est, on va dire, un peu plus traditionnel que ce qu'on peut avoir en Asie, c'est vraiment, il y a un plus pour nous vraiment à suivre la régulation et à jouer les règles du jeu, à être enregistré à AMF, etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller prospecter des clients, que ce soit des family office ou des investisseurs institutionnels, si, étant donné qu'on est déjà sur des marchés alternatifs, si on n'a pas une autorisation ou un agrément ou quelque chose, entre guillemets, qui ressemble au marché traditionnel. Donc, c'est quelque chose, nous, qui nous a beaucoup aidé dans nos discussions. Si je prends un exemple bête, c'est si tu parles à quelqu'un de Bitcoin, tout de suite, la première chose qui vient à l'idée, c'est les arnaques, c'est la spéculation, c'est la volatilité. Mais si à côté, tu mets un argument qui est oui, mais attention, nous, on fait ça. Déjà, on n'est pas spécialisé dans le Bitcoin, mais on fait ça d'une manière qui est régulée, de manière professionnelle, qui est exactement les mêmes procédures et le même encadrement que des fonds traditionnels. Tout de suite, ça rend notre démarche beaucoup plus professionnelle. Donc, nous, c'était vraiment l'idée, c'était d'avoir une société qui soit en France. En Europe, on est moins d'une dizaine à avoir ce statut-là et travaillant dans la blockchain et les cryptoactifs. Donc, l'idée, c'était vraiment de rentrer sur ce marché-là et en étant un acteur régulé, mais sur des stratégies alternatives. Et donc, viser d'autres marchés en étant implanté en France vis-à-vis des clients et tout, comment tu vois ça à plus long terme pour ta société et pour ton activité? Alors aujourd'hui, je pense qu'on est à un tournant. La France et l'Europe sont à un tournant sur tout ce qui est régulation des actifs numériques. On a vu un peu ce qui s'est passé dans les années 80-90 sur Internet, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de compétences techniques en France. Il ne faut pas oublier que l'un des pères fondateurs des protocoles TCP/IP, qui est la base du protocole qui est utilisé sur Internet, est français. Mais on a eu une régulation à cette époque-là qui n'a pas freiné, mais qui n'a pas donné d'incentive, qui n'a pas accompagné suffisamment à l'époque les entrepreneurs d'Internet. Et évidemment, ce sont les États-Unis qui ont réussi à capitaliser là-dessus, avec des gros fonds d'investissement qui se sont montés à cette époque-là et soutenus par les pouvoirs publics. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la crypto et dans la blockchain, on est exactement à peu près sur le même type de timing, c'est-à-dire que on a une industrie qui vraiment commence à se développer, commence à se professionnaliser. Et aujourd'hui, nous, on pousse pour qu'il y ait une régulation qui aille dans ce sens et qui nous aide, mais en même temps qui apporte des garanties aux acteurs traditionnels dont on a besoin et qui apporte des garanties aux investisseurs, que ce soit retail, que ce soit institutionnel, dont on a aussi besoin. Donc, à l'avenir, nous, ce qu'on aimerait vraiment avoir, et c'est un peu le sens de la réglementation européenne et qui sera applicable en France, c'est un framework qui soit clair pour qu'on puisse avoir nos activités, qu'on puisse établir nos activités dans un framework très clair et dans quelque chose qui rassure nos clients et quelque chose qui soit aussi en harmonie avec ce qui se fait aux États-Unis. Parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la SEC aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment d'ailleurs, reste une partie prenante dans le monde de la finance et spécifiquement dans le monde de la crypto. Oui, c'est alors hyper après, intéressant. Pardon, je rebondis, mais effectivement, la chance entre guillemets qu'a la SEC aussi, c'est que son directeur est crypto friendly. Donc c'est quelqu'un qui connaît le monde de la crypto, qui vraiment s'intéresse à ça, et donc effectivement qui va avoir une autre vision en termes de régulation, qui au-delà de la simple protection des clients, il va vraiment avoir une vision en termes d'acteurs du marché. Et donc c'est vrai que je te rejoins totalement sur le fait que c'est bien de suivre un peu les évolutions de la SEC en termes de régulation en crypto.
Du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant. On va voir si, on va peut-être répondre à certaines questions. Là, tu nous diras. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que pour être bien, pour connaître tous les entrepreneurs et bien comprendre la vision des entrepreneurs. Déjà, on a tous les entrepreneurs qui viennent nous voir et puis on écoute aussi pas mal de podcasts sur les entrepreneurs vraiment des grosses fintech, des secteurs et tout. Et en fait, tout le monde se rejoint finalement au bout d'un moment à se dire, il faut travailler un peu avec les acteurs traditionnels. La régulation, c'est ce qui va nous permettre d'exercer correctement notre activité. Tout ça, faut le faire ensemble. Et tout ça, c'est une belle boucle en fait finalement. Et ça va souvent à l'encontre des entrepreneurs, de ceux qui commencent à peine leurs activités dans ces domaines-là et qui, en fait, voient les régulations, voient les autorisations vraiment comme un frein et pas, au contraire, comme quelque chose qui peut les aider à développer leurs activités. Oui, tout à fait. Effectivement. Après, donc, Loan, je ne sais pas si tu voyais ça plutôt comme un frein, mais c'est vrai qu'il faut voir ça comme effectivement un gage de sérieux et puis un gage de compétence. Ça nécessite effectivement des procédures qui peuvent être assez importantes, mais qui, de par les fameux passeports aussi européens en termes bancaires, en fait, vont vous permettre c'est qu'un an, entre guillemets. C'est un an de procédure et ensuite, ça va vous permettre d'étendre complètement votre activité. Donc, c'est vraiment la réglementation n'est pas là forcément pour vous freiner, mais au contraire, pour vous accompagner dans votre activité. Gisela, on te laisse nous dire s'il y a des questions auxquelles tu veux qu'on réponde. Peut-être des questions aussi côté entrepreneuriat, qui sont des questions intéressantes, les questions extrêmement spécifiques. C'est toujours plus complexe en webinaire comme ça, mais... Oui, déjà, merci beaucoup à Laure, Marion Long. C'était super intéressant. Il y a énormément de questions. Je pense que la thématique est assez intéressante. Vous avez déjà répondu à pas mal de choses, donc c'est parfait. J'étais justement en train de regarder si on avait plus ou moins tout évoqué. Alors, peut-être il y a une là, je ne sais pas si on a déjà répondu, mais est-ce que c'est possible d'avoir un statut d'agent spécifique pour proposer du trading à nos clients, comme par exemple Revolut, qui n'a pas d'agrément en Europe? Alors, excusez-moi, pardon, j'ai pas entendu la question. Alors, regarde dans les questions, à côté du chat, Marion. Oui, ouais. C'est une question de Marie. Est-ce qu'il est possible d'avoir un statut d'agent spécifique pour proposer du trading à nos clients? Alors, comme le fait Revolut. Alors, le trading, c'est pas du bancaire, c'est pas du service bancaire, ça va plutôt être de la gestion d'actifs. Enfin, ça va plutôt être un service financier, pardon. Et donc là, le statut d'agent, lui, il est vraiment spécifique au domaine bancaire. Donc, en matière de trading, vous ne pourrez pas avoir un statut d'agent. Merci Marion. Il y a une autre aussi. Voilà. Alors, vous me dites, c'est un agent de PSP, on a parlé de ça, est lié à un PSP donné, ou y a-t-il une possibilité de travailler avec d'autres? Alors, pour être agent de PSP, c'est, comme je vous le disais, c'est le fameux PSP auquel vous allez être agent, duquel vous allez être agent, qui va déposer le dossier. Donc, en fait, vous êtes lié à un seul PSP. Maintenant, vous n'êtes pas lié à vie à ce PSP-là. Vous pouvez changer si vous voulez, mais vous allez être lié à un seul agrément et à un seul PSP. Parfait. Alors, peut-être cette question, c'est plutôt pour long. À quelle fréquence doit-on faire des vérifications des KYC pour un client récurrent? Voilà, Marion, alors, si vous voulez répondre aussi. Lone, si vous voulez. Ouais, Nous, de notre côté, on s'oblige à faire une fréquence, c'est tous les 3 mois. Mais on est assez strict. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, tous les 3 mois, c'est en fait c'est vraiment c'est une procédure assez stricte. C'est les procédures basiques de reporting trimestriel, mais c'est très bien. C'est vraiment un gage de sérieux très important. Donc 3 mois, c'est bien. Je trouve que c'est pas mal. Parfait, merci, c'est très clair. Alors, je vois encore.
Alors, je tiens quand même juste à préciser, toutes les questions qui sont très spécifiques sur les activités, on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, quel statut je dois avoir, quelle autorisation je dois obtenir. Déjà parce qu'on ferait sûrement des erreurs, parce qu'on connaît pas spécifiquement les activités. Donc, je préfère, voilà, juste faire un petit disclaimer sur les questions. N'hésitez pas à nous appeler, on prend le temps d'analyser le projet avec vous. Un premier rendez-vous, c'est toujours sympa. Voilà, comme ça on discute ensemble, on parle du projet et à partir de ça on réfléchit. Mais c'est très compliqué pour nous de donner une réponse très précise sur un projet, sur une autorisation à délivrer ou sur un statut particulier quand on n'a pas toutes les ficelles du projet. Tout à fait d'accord avec vous. Alors, surtout qu'il avait plus à poser des questions de ce type-là. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est peut-être c'est déjà 11 heures. Donc, peut-être on fait ce que j'aime faire, finir comme j'aime finir tout le webinaire. Souvent, je demande aux speakers de nous faire, si on doit retenir, si les participants doivent retenir un message de la présentation, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Évidemment, nous, on va partager toutes les informations, vos coordonnées, tout ça. Donc, pour les questions qu'on n'a pas pu répondre, voilà, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Alors, je commence alors avec vous, si vous avez un message sur la avec plaisir. Avec plaisir. Alors, un petit message, très compliqué parce qu'en plus, là, j'ai dû me taire pendant 1 heure parce que j'ai laissé Marion parler, mais j'ai beaucoup de mal à parler. Mais un mot, enfin un message, anticiper, c'est hyper important. Faites-vous bien conseiller évidemment, mais c'est pas, voilà, faut juste trouver un conseil qui maîtrise un peu son activité et qui maîtrise la vôtre. C'est pas non plus si compliqué. Anticiper. Voilà, anticiper. L'idée quand on a un projet, c'est d'arriver à établir une stratégie de développement de son activité. Et ça, c'est fondamental. Peu importe l'activité, le secteur, c'est fondamental. Encore plus dans ce secteur-là parce que ça va très vite et dans le monde, ça va très vite et on peut pas réfléchir qu'en fonction du marché français. Ça, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, dans le monde de la crypto, ça n'a juste aucun sens. Donc, il faut anticiper. Et en plus, attention, l'anticipation du développement de son activité va vous permettre d'anticiper le financement de votre activité. Et les deux sont intrinsèquement liés, c'est fondamental. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup, alors. Et Marion? Bah, écoutez, Anne-Laure a tout dit. C'est exactement ce que je voulais dire. Il faut absolument anticiper. C'est très important. Et puis en plus, au-delà, donc effectivement de l'anticipation en termes de financement, ça va également vous enlever en fait un stress. Nous déjà les conseils, n'importe quel le conseil que vous choisissez, mais on est là déjà pour vous enlever ce poids-là des épaules. Et puis, plus vous allez vous y prendre en amont, plus vous allez en fait avoir le temps de vous poser, de réfléchir réellement à votre activité, à l'intérêt ou pas de ces différentes procédures. Donc, plus vous allez anticiper, plus vous allez avoir le temps, vous allez être posé. On va pouvoir vraiment poser le schéma. Et puis vous accompagner du mieux possible. Et dernier petit mot, je rebondis sur ce que Marion dit parce que c'est hyper important. Si vous prenez le temps et si on se précipite pas, ça vous permet quoi? Ça vous permet de tester le marché. Et ça, c'est indispensable dans ce secteur. C'est de tester le marché, voir si le marché il répond à votre produit, à votre service. C'est fondamental. Voilà. C'est ça. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure avec l'agent. Voilà, vous avez des alternatives possibles. On n'est pas obligé de se lancer tête baissée dans une procédure qui va être longue. Testez votre marché, prenez le temps, testez votre activité, et puis ensuite, voilà, vous pourrez ou non vous lancer dans ce genre de procédure. Qui, encore une fois, je veux dire, effectivement, c'est des procédures qui font peur, mais en anticipant bien et en étant bien accompagné, tout se passe bien. Merci beaucoup, Marion. Et Londres, pour finaliser, peut-être avec votre vision des chefs d'entreprise. Moi, le message que je voudrais faire passer, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner dès le début de la création de votre entreprise ou de la création de votre projet par un conseil légal. Et non pas de le voir uniquement comme une vérification juridique ou une vérification par des avocats. Nous,
tout l'accompagnement qu'on a eu de la part du cabinet, ça nous a extrêmement servi pour avoir nos agréments, pour avoir nos autorisations et même lors de nos discussions avec nos clients. Donc, je pense que intégrer un conseil légal dès le début de votre activité, c'est quelque chose qui vraiment va vous servir dans le futur. C'est parfait. Je vous remercie infiniment alors, Marion, donc, pour votre Merci, partage. Gisela. La thématique a été, voilà, on n'a que des questions. Donc, pour les participants, n'hésitez pas à regarder la retransmission sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. On partagera les slides et les coordonnées de nos speakers. Et voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous contacter via Finance Innovation. On fait les liens avec Marion et alors avec grand plaisir. Je vous dis à très vite et bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous.